Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Soda Science, la science qui fait pchit splash, waouh. Ce programme vous est proposé par le réseau des petits débrouillards. Donc un Soda Science, c'est quoi? Le principe est d'inviter des écoles, mais aussi vous, à rencontrer un ou une spécialiste d'un domaine scientifique. À l'occasion de la fête des mers et des littoraux, vous avez la possibilité de rencontrer des chercheurs travaillant sur les mers, les océans et leur composition. Les sciences, c'est aussi manipuler grâce à une expérience en lien avec les recherches présentées. Si tu n'as pas encore fait l'expérience, rien n'est tombé à l'eau. Tu peux télécharger le passeport en description. Tu y trouveras toutes les informations nécessaires pour suivre ce saut de science. Donc j'espère vous avoir donné l'eau à la bouche. À présent, je vous invite donc à suivre la présentation de David Demory, chercheur spécialiste de l'océan. Il va nous parler de microbes et de virus, et les deux sont microscopiques. Mais se ressemblent-ils comme deux gouttes d'eau? Donc tout d'abord, bonjour David, et merci d'être à bord du navire Soda Science aujourd'hui, malgré la distance. Donc en effet, un océan nous sépare, tu es à Atlanta, aux États-Unis, mais qui es-tu et que fais-tu là-bas? Bonjour à tous. Je m'appelle David Demory, je suis chercheur en océanographie. Du coup, j'étudie les océans et particulièrement les microbes qui vivent dans les océans et les virus aussi. Donc là, je suis à Atlanta, à Georgia, en Georgie, pardon. J'étudie dans ce laboratoire avec le professeur Joshua Waits les virus qui infectent les microbes dans les océans. Pardon. Comment tu es arrivé ici justement en tant que spécialiste en océanographie? Tu veux dire quel parcours j'ai fait avant Voilà. Comment tu es euh, arrivé ici, ton petit parcours? J'ai fait un bac scientifique et après 2 ans de recherche de ce que je voulais faire, j'ai fait une licence en océanographie à Marseille. Et puis j'ai continué après dans le milieu des sciences de la mer et de la microbiologie. J'ai fait un master, une première année de master au Québec, à Rimouski, dans l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Et après, je suis rentré en France et j'ai fini mon master à l'UPMC. Et j'ai continué avec une thèse entre 3 laboratoires, le laboratoire de Villefranche-sur-Mer, d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, la station biologique de Roscoff en Bretagne et l'INRIA Sophia Antipolis. Et du coup, durant cette thèse, j'ai étudié les interactions entre les virus qui infectent le phytoplancton et les microbes dans les océans. Et donc après, en général, dans le parcours scientifique classique, donc on fait une licence, un master et une thèse. Et après, il faut faire ce qu'on appelle des post-doctorats. Donc en gros, on est un jeune chercheur dans un laboratoire et on est supervisé par un chercheur un peu plus âgé qui nous encadre. Et donc c'est ce que je fais actuellement à Atlanta. Donc j'imagine que là, tu travailles en équipe, donc tu es dans un laboratoire. Comment ça se passe? Ouais, en fait, c'est un laboratoire qui est un peu spécial ici parce qu'on n'a pas, c'est pas le laboratoire qu'on va imaginer de façon très classique. C'est un laboratoire où on a que des ordinateurs et des tableaux blancs. Où on va en fait faire des choses assez théoriques, utiliser des mathématiques, des ordinateurs pour faire des, des petits logiciels qui vont nous permettre en fait d'étudier des processus biologiques et écologiques de façon théorique. Et donc, on collabore tous ensemble, mais aussi on collabore avec des laboratoires plus classiques qui vont faire, eux, les expériences réelles avec des flasques, de l'eau de mer et compagnie. D'accord. Donc grâce aux mathématiques, en fait, tu peux comprendre les microbes. Et le phytoplancton, est-ce que c'est des microbes? Oui, en fait, les microbes, donc c'est tout ce qui va être organisme microscopique, qui ne va pas pouvoir être vu à l'œil nu. Et donc, je vais vous montrer des petites photos de phytoplancton. Donc, en fait, dans les océans, on va avoir
beaucoup de microbes, que ce soit des bactéries ou du phytoplancton. Et le phytoplancton, ça va être des organismes qui vont être capables d'utiliser la lumière comme source d'énergie. Et on voit ici donc plusieurs types de phytoplancton. Il y en a plein de formes différentes, plein de différentes espèces. C'est vraiment très varié. Et en fait, ça va être un peu comme les arbres finalement. Mais les arbres vivent sur Terre, ils sont capables, eux, d'utiliser aussi la lumière grâce à la photosynthèse pour pouvoir utiliser cette lumière comme source d'énergie. Et en fait, les phytoplanctons, eux, vont faire la même chose, mais dans les océans. Et donc, la photosynthèse, ça va vraiment leur servir à casser du CO2. Donc, ils vont capter du CO2 et, en utilisant les pigments de chlorophylle, ils vont utiliser la lumière du soleil pour la transformer en lumière chimique. Et grâce à aussi de l'eau, ils vont réussir à casser cette molécule de CO2 et utiliser le carbone de ce CO2 pour en faire de l'énergie via des sucres. C'est un peu comme utiliser ce sucre, ça va être vraiment une source d'énergie pour pouvoir après croître, construire un tronc, des feuilles et compagnie. Et ben, le phytoplancton dans les océans, ils font à peu près la même chose. Et ils vont utiliser cette lumière et ce CO2 qui va se dissoudre dans l'océan pour pouvoir le transformer en sucre et après croître dans les océans. Donc, ils vont avoir un rôle très important. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont pouvoir être la source primaire de tout l'écosystème océanique. Et donc, en plus d'avoir un rôle dans les processus climatiques, ils vont aussi être donc cette base primaire de tout l'écosystème marin. Et donc, ils vont être mangés par les petites espèces de crevettes qui vont être mangées par les petits poissons, etc. Et ça va remonter toute la chaîne trophique comme ça. Et donc, en fait, sans ce phytoplancton, on n'aurait pas les écosystèmes qu'on a à l'heure actuelle dans les océans. Donc là, tu as dit chaîne trophique, quoi exactement? En fait, c'est des niveaux trophiques selon en fait, on va dire leur régime alimentaire. Donc, la base, c'est vraiment le phytoplancton. Ils vont prendre la lumière, ils vont créer leur propre matière organique. Et par la suite, on va avoir un niveau juste au-dessus qui vont être les petits animaux, qui vont être les crevettes et compagnie, qui vont se nourrir sur ce phytoplancton. Et par-dessus, il y a des prédateurs qui vont manger en fait, les petites crevettes et les petits krill et compagnie. Et ça va remonter comme ça en fait avec des organismes de plus en plus gros. Et c'est ce qu'on appelle donc toute la chaîne trophique. C'est un peu la chaîne alimentaire qui mange qui en fait. Exactement. Ok. Et donc Léa, les phytoplanctons, en fait, c'est comme ça ressemble à des petites feuilles d'arbre en fait, mais qui seraient à l'intérieur, ou c'est considéré comme vivant ou C'est considéré comme vivant. C'est des organismes qui sont vivants et on peut imaginer que c'est comme si c'était un peu une forêt en fait avec plein de plein de petits arbres en fait qui vont être capables de faire la photosynthèse, mais au lieu que ce soit assez gros comme un arbre qui peut faire plusieurs centaines de mètres, des forêts pardon, qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres, on va avoir des organismes qui sont vraiment unicellulaires et microscopiques qu'on ne peut pas vraiment voir à l'œil. On va avoir besoin d'un microscope pour les voir notamment. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous montrer ou nous en dire un peu plus justement sur ces phytoplanctons, parce que c'est un peu difficile de vraiment s'imaginer ce qui est microscopique comme ça. Oui, bien sûr. Donc, on a fait une expérience avec Marie au laboratoire de Villefranche-sur-Mer. Donc, je vais vous montrer la petite vidéo qu'on a faite.
direct du laboratoire où David a fait sa thèse. On va regarder nos petites algues, ce qu'elles deviennent. Aujourd'hui, on vient juste de les repiquer. Ce que vous voyez, c'est un incubateur. Il est à 27 degrés. Et ici, nos petits flacons. Vous voyez les 27, deux petits flacons à 27 et ces flacons mystères à 27 moins. Donc incubateur à 27 et juste à côté, l'incubateur à 18 degrés. Avec plein de flacons pour les scientifiques et notamment les nôtres qui sont juste là. Allez, poussez bien! Jour 3 de notre expérience. On va voir dans les incubateurs ce que ça donne. L'incubateur à 27 degrés. Toujours autant de lumière. Regardez, un peu de couleur quand même là-dedans. Hein. Et attention, dans l'incubateur d'à côté, ils sont juste ici nos échantillons. Bon, c'est encore pas mal clair à 18 degrés. On va voir ça en photo. Allez, à toutes. Et voilà, sur notre petite stamp photo, ce que ça donne. Donc là, notre culture à 27 degrés, notre flacon mystère à 27 degrés avec un petit moins, et notre flacon à 18 degrés. Voilà la petite vidéo. Donc sur cette vidéo, peut-être on peut expliquer un peu. Donc en fait, Marie, elle a utilisé donc, dans ces petites flasques, ils ont mis des cellules de phytoplancton qu'ils ont récupérées dans l'océan. Et après, on peut les cultiver en fait en laboratoire, comme on l'a vu sur cette vidéo. Et le phytoplancton, ils vont avoir des pigments qui vont leur permettre donc, de soit utiliser la lumière avec la photosynthèse, mais aussi de répondre à des stress et donc de s'adapter aux conditions environnementales. Et c'est pour ça en fait, qu'on voit au cours du temps, on les a fait pousser à deux températures différentes, une température froide et une température chaude. Et on voit qu'ils ont changé un peu de couleur au cours du temps parce qu'en fait, ils vont s'adapter, donc changer leur composition en pigments. Et voilà. Et qu'est-ce que ça nous prouve justement qu'à 27 degrés au J+3, on voit qu'il y a une coloration justement verte et finalement à 18 c'est encore transparent. Donc ça en fait c'est du fait que j'ai fait une petite slide à la fin. En fait ils vont pousser à des vitesses différentes. Pousser, ça veut dire en gros ils vont croître à des vitesses différentes. En fait, la température va vraiment influencer donc, la croissance du phytoplancton, et à certaines températures, ils vont être capables de croître plus vite et d'adapter leur métabolisme et leur composition en pigments. Vous voyez par exemple ici, à 27 degrés, on a cette courbe de croissance. Donc en gros, c'est vraiment la vitesse de croissance de la population, c'est-à-dire que quand c'est ici très fort, on a beaucoup de phytoplancton qui pousse très vite, et quand c'est faible, on a peu de phytoplancton qui pousse vite. Pardon, on a du phytoplancton qui pousse très, très lentement. Pardon. Et donc ici, on voit que par rapport aux expériences qu'a fait Marie, à 18 degrés, on a cette couleur-là, puis à 27 degrés, on a cette couleur qui est un peu différente. Donc vraiment, la température va modifier la capacité du phytoplancton à croître plus vite ou pas, et aussi sa composition en pigments.
C'était voulu justement qu'au bout de 14 jours, on stoppe l'expérience ou c'était juste parce que ça suffisait d'observer pendant ce temps-là? Enfin, pourquoi 14 jours et pas une semaine ou plus finalement? Parce qu'en fait, pourquoi 14 jours, ça aurait pu être un peu plus, un peu moins, mais c'est juste que si on fait un peu moins, comme à une température faible, le phytoplancton ne croît pas très vite, on n'aurait pas vu cette couleur très, très, très belle. C'est pour ça qu'au début, on a ces flasques qui sont quasiment transparentes, en fait. Et au-delà d'un certain temps, dans ces flasques, en fait, c'est des flasques qui sont fermées. Il commence à avoir une carence en nutriments. Et donc, en fait, ce phytoplancton va commencer à avoir faim, finalement, et il va pas pouvoir croître de façon optimale parce qu'il n'aura plus assez à manger pour pouvoir vivre de façon normale. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on coupe l'expérience parce que le phytoplancton va vraiment être trop carencé pour pouvoir et vraiment changer de couleur complètement et plus être intéressant au niveau de cette expérience juste avec la température. Et est-ce que tu pourrais nous proposer justement une petite expérience qu'on pourrait faire à la maison qui pourrait nous montrer un petit peu cette composition qu'il y a dans les phytoplanctons ou dans les feuilles d'arbres finalement sur Terre vu que ça se ressemble? Oui, bien sûr. Donc, c'est une expérience qui est très simple, que vous pouvez faire avec juste trois petits objets qui sont du quotidien, on va dire presque. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, une chromatographie et on va donc ici dissocier donc, les différents pigments d'une feuille d'arbre. Comme j'ai dit au début, le phytoplancton, c'est un peu comme les arbres, c'est un peu finalement comme une feuille d'arbre. Et on peut donc facilement voir les quelques pigments d'une feuille en réalisant cette expérience. Donc, il suffit d'avoir une feuille d'arbre, de l'alcool à brûler et un filtre à café ou du papier absorbant. Et on peut donc dissocier la pigmentation de la feuille grâce à cette expérience. Donc, l'idée, c'est de frotter en fait, cette feuille sur du papier absorbant pour un peu en fait, marquer en fait, ce papier avec les couleurs, donc les pigments de la feuille. Et après, on va mettre ce filtre à café donc, marqué dans un verre où on aura mis de l'alcool à brûler. L'alcool va remonter par capillarité. Il va dissocier en fait les pigments qui vont avoir une affinité plus ou moins importante avec ce solvant selon leur nature. Et donc, on va avoir une graduation comme ça de pigmentation avec par exemple des pigments verts, puis après des pigments plus orange, jaune, etc. Donc, peut-être qu'on peut montrer qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que tu as fait l'expérience, il me semble, Bonnie? Oui, du coup, j'ai fait l'expérience ce matin en même temps, et en même temps que vous, j'espère. Et donc, ça nous donne ce petit objet. Donc là, j'ai pris un verre transparent pour qu'on puisse bien voir à travers. De l'alcool à brûler, comme justement disait David, avec cette petite feuille à café, comme il parlait, par capillarité. Donc, peut-être que tu pourras nous expliquer après ce que c'est vraiment la capillarité. Et donc, on a l'eau qui remonte et on va retrouver ici deux bandes, donc une verte et une jaune, comme vous voyez ici. Donc justement, qu'est-ce que c'est ces bandes-là? Pourquoi il y en a une verte et une jaune alors que la feuille finalement on la voit plutôt verte? Moi j'ai pris une feuille d'un arbre, c'est un prunier, voilà, une feuille de prunier, elle est bien verte et pourtant j'observe quand même du vert assez clair et finalement du jaune ici. Donc pourquoi et qu'est-ce que c'est ces bandes de couleurs? Donc, en fait, ces bandes, ça va vraiment être marqué différents pigments dans la cellule qui sont liés, par exemple, le vert, ça va être la chlorophylle qui va servir à faire la photosynthèse. Et les autres pigments qui vont être donc associés à d'autres couleurs, ça va être lié plutôt à des pigments qui vont servir à gérer le stress de la cellule, notamment les xanthophiles ou les bêta-carotènes. Tout ce qui est, par exemple, les carottes, c'est plein de bêta-carotènes, c'est pour ça que c'est orange. Et donc, sur la petite vidéo qu'on vous a montrée, il y a aussi une différence de couleur entre les deux cellules, les deux souches, pardon, les deux
flasques de phytoplancton. Et on voit qu'il y en a une, selon la température, qui ont des couleurs un peu plus jaunes, vert jaune, d'autres qui sont un peu plus vert, bien flashy. Et donc, en fait, ça montre vraiment une différence de composition de ces pigments-là, qui vont vraiment être un outil pour la plante, à la fois pour croître et se protéger contre le stress, notamment forte température ou un manque de nutriments. Donc, il suffit vraiment de carencer des plantes. Et on peut le voir notamment si vous avez une plante chez vous, vous mettez trop d'eau, par exemple, et vous nourrissez trop votre plante, souvent les feuilles vont devenir toutes jaunes. En fait, c'est que la plante est stressée et qu'elle n'est pas très contente. Donc, elle va synthétiser beaucoup de pigments contre le stress. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est carencer. Carencer. Ouais, donc carencer, c'est donc en fait, une plante, ça a besoin de nutriments aussi pour croître. Et quand on dit être carencé, ça veut dire manquer de nutriments pour sa croissance. Donc on n'a pas assez de nutriments pour sa croissance. C'est un peu comme nous quand on dit qu'on est carencé, par exemple, en magnésium, c'est qu'on manque de magnésium, par exemple, et que du coup, physiologiquement, on va avoir des effets comme notamment des crampes, ce genre de choses. Et c'est pareil pour les plantes, en fait. Donc les nutriments, c'est la nourriture, en fait. C'est plus ou moins la nourriture du phytoplancton, oui. C'est avec le carbone et la lumière et l'eau. Ok. Alors, j'ai vu aussi qu'on pouvait faire cette expérience de chromatographie avec des feutres. Donc, vous pouvez vous amuser aussi à la maison à faire ça. On a mis le lien sur le passeport. Donc, n'hésitez pas à vous amuser à les faire. Et aussi, on vous a mis un lien pour reconstruire le réseau trophique que David a parlé précédemment. Donc, c'est proposé par le Jardin des plantes de Paris et c'est pour savoir qui mange qui. Donc, c'est une petite activité sur Internet qui est assez rigolote à faire, que vous pouvez faire en classe ou à la maison. C'est libre et gratuit pour tous. Donc David, on a vu que les microbes et les phytoplanctons, finalement, ils sont bons pour nous. Pourtant, je pensais que les microbes, c'était quelque chose de mauvais. En effet, la vision classique des microbes, c'est que c'est mauvais, ça nous donne des infections, on tombe malade et compagnie. Mais en fait, il y a plein de microbes sur Terre et des virus également qui sont très, très importants pour plein de processus. Et ils vont donc avoir un rôle bien plus important que juste être des pathogènes, donc des micro-organismes qui infectent les humains et qui nous rendent malades, comme le coronavirus ou d'autres bactéries. Du coup, il faut vraiment avoir en tête que tous ces organismes-là, ils vivent dans un écosystème et ils vont tous avoir une fonction importante pour l'écosystème. Et par exemple, le phytoplancton dans les océans, ils sont extrêmement importants pour, comme on a vu dans l'écosystème, c'est la base de l'écosystème. Donc, par exemple, quand on va pêcher, il y a énormément d'êtres humains sur Terre qui dépendent de la pêche et qui vont avoir besoin donc, de poissons qui est lié directement à ce phytoplancton, en fait. Et donc, ça va avoir un rôle finalement positif, il va soutenir ces pêcheries. Si on prend juste encore l'exemple du phytoplancton, ils ont aussi un rôle extrêmement important dans le climat parce qu'ils vont avoir cette capacité à séquestrer du carbone dans le fond des océans. Parce que le phytoplancton, donc, il va absorber du carbone et quand ils vont mourir, ils vont couler au fond des océans et ce carbone-là, il va être figé il va devenir de la roche en fait au fond des océans. Et donc, ils ont un rôle sur le climat également. Et donc, si on prend juste ces deux exemples-là, on voit qu'ils ont un rôle extrêmement positif sur nos vies à nous, êtres humains, et que ce n'est pas que des pathogènes. Et est-ce qu'ils peuvent tomber malades comme nous, au final? Oui. Du coup, en fait, tous les microbes, en fait, ils vont interagir avec des virus dans les océans. Les virus, c'est un peu comme des virus qui nous infectent nous, mais c'est d'autres espèces. Et ils vont affecter du coup le phytoplancton et complètement avoir un impact très très fort sur leur dynamique et sur leur vie en fait dans les océans. Et donc en effet, le phytoplancton, ils peuvent tomber malades et être infectés par des virus. C'est notamment ce que j'étudie en ce moment
ici à Atlanta. Et est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu fais justement? Ouais. Pas. Donc en fait, ce qu'on fait dans ce laboratoire, c'est qu'on va utiliser des mathématiques et une approche théorique pour finalement simplifier la réalité. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que le monde et les écosystèmes microbiens, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'espèces qui interagissent entre eux dans les océans, ça fluctue en fonction des saisons, etc. Donc c'est une nature qui est vraiment très complexe et pour nos cerveaux humains, c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe en fait. Et du coup, on va avoir une étape où on va essayer de simplifier la réalité et, la décrire d'une façon très simple et on va juste essayer de prendre les processus qu'on le comprend et qui nous semblent importants dans la vie de ces micro-organismes. Et notamment, ici, j'ai simplifié toute cette masse d'organismes-là en juste quelques petits dessins, schémas de quelques organismes ici qui interagissent entre eux. Et en fait, la modélisation, ça va vraiment être ça, simplifier le réel pour avoir quelque chose de facilement compréhensible par notre esprit qui est assez limité, en fait, finalement. Et donc après, on va formaliser cette réalité, ces processus, par des équations mathématiques qui vont nous permettre en fait de décrire ce qui se passe d'un point de vue formel avec des mécanismes qu'on comprend en fait. Et donc par exemple ici cette équation, c'est une équation mathématique qui va juste simplement décrire les interactions entre deux espèces, plusieurs espèces même par exemple, et comment elles vont évoluer au cours du temps. Et donc, grâce à ces modèles, on va pouvoir faire des prédictions. Et ici, par exemple, je présente les prédictions qu'on pourrait obtenir grâce à un modèle de ce type-là. Et on voit, par exemple, que les microbes et les virus, ils évoluent de cette façon. Donc, ils vont pousser, ils vont croître à un certain moment. Les virus vont donc arriver, commencer à infecter les microbes. Les microbes vont donc mourir, ils vont décroître. Une fois qu'il n'y aura plus assez de microbes ici, les virus vont également diminuer. C'est un peu finalement ce que vous voyez avec le Covid. Vous voyez, il y a des vagues d'infection. Bah, c'est exactement la même chose qu'on voit pour, pour les microbes et les phytoplanctons quand ils sont infectés par des virus dans les océans. Et donc, ces résultats-là, ils nous permettent vraiment après de mieux comprendre ce qui se passe dans les océans, mieux comprendre en fait les interactions et mieux comprendre du coup comment les virus vont influencer la vie du phytoplancton. Et donc, ça nous permet après de pouvoir faire des prédictions avec les conditions futures, notamment avec le réchauffement climatique, mais également de tester nos hypothèses qui sont assez théoriques avec des collaborations avec des collègues qui sont, eux, plus expérimentalistes, comme on a vu sur les vidéos avec Marie, par exemple, qui va faire des expériences en laboratoire. Et ils vont tester les hypothèses qu'on a décrites avec ces modèles mathématiques. Donc toi, en fait, tu es théoricien, donc tu fais tout sur papier et ordinateur, tandis que les personnes qui font de la recherche expérimentale sont plus comme Marie sur la vidéo, à manipuler dans leur laboratoire et dans les mers, etc. C'est ça? Oui, moi je fais un peu les deux, mais c'est juste qu'en ce moment, je me concentre particulièrement sur la théorie et que dans le laboratoire où je suis, on n'a pas les moyens pour faire des expériences parce qu'on n'a que des ordinateurs finalement. Donc, ce sera assez compliqué et du coup, c'est plus simple de collaborer et puis c'est plus sympa aussi de collaborer avec des gens qui vont, eux, faire toutes ces manips car ils ont tout le matériel pour le faire. Ça demande beaucoup de matériel. On a vu sur la vidéo, il y a des flasques, il faut ce qu'on appelle des pipettes pour pouvoir prélever du matériel de l'eau. Il faut des gros incubateurs où en fait c'est comme un gros frigo où on va pouvoir modifier la température par exemple. Il faut des outils de microscopie, il faut plein d'outils assez puissants pour pouvoir étudier ces microbes en expérience. Tout à l'heure, dans la vidéo, tu disais que Marie disait que tu avais fait ta thèse justement dans un laboratoire, donc en tant qu'expérimental, recherche expérimentale. Pourquoi tu es passé justement en recherche
théorique comme ça. Est-ce que tu as toujours aimé les maths, justement? Est-ce que c'est vraiment les maths sont hyper intéressants, importants pour la théorie? Je sais pas, en général, les maths, ça fait pas unanimité, donc c'est un peu à contre-courant. Donc pourquoi là, tu as choisi de faire ça? Ouais, les mathématiques, c'est souvent, je trouve que à quand on est petit, on a du mal à comprendre. En tout cas, moi, j'avais du mal à comprendre à quoi ça servait. Ça paraissait très théorique. On étudie plein de choses qui sont fondamentales, comment les fonctions, tout ça, ce genre de choses. C'est un peu compliqué en fait. Et on ne comprend pas trop, finalement, moi je ne comprenais pas du tout pourquoi on devait s'intéresser aux maths. J'étais beaucoup plus intéressé par la nature, par ce genre de choses. Et en fait, arrivé après, mais bon, j'étudiais quand même les maths parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. Et, arrivé en, en licence, j'ai vraiment compris à ce moment-là que les maths, ça pouvait vraiment nous aider à décrire des processus du vivant, euh, même des processus physiques et compagnie. Et donc, que ça avait vraiment un lien très, très, très intéressant avec le vivant, avec l'écologie. Et là, je me suis vraiment du coup intéressé aux mathématiques et je me suis rendu compte que c'était extrêmement puissant comme outil pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure. Et notamment quand on couple, donc il y a différentes façons de le faire. On peut faire soit des choses qui sont purement théoriques et où on va avoir aucun lien vraiment avec le réel. Ça va être des choses qui sont finalement très abstraites. Et puis, il y a des modèles comme ce que je fais qui vont avoir vraiment un ancrage fort dans la réalité, dans dans, dans les expériences qu'on fait, etc. Et donc, vraiment être un pont entre des théories et, des observations qu'on va faire dans la nature. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait, je pense, accessible à tout le monde. Il faut juste vraiment bien comprendre pourquoi c'est nécessaire. Et moi, je n'étais pas spécialement fort en maths avant je me suis mis et c'est quelque chose quand on comprend en fait le pourquoi on fait ces choses-là, ça devient intéressant et on commence à vraiment avoir un intérêt du coup pour les mathématiques. Mais les mathématiques, c'est partout et je pense que c'est indispensable d'avoir une bonne formation en mathématiques, même quand on fait de la biologie. Ok, bah merci pour ce témoignage. Et, juste avant qu'on termine cette rencontre, tu nous avais donné une photo mystère qu'on a mis sur le passeport, donc vous avez tous pu voir. Et si vous ne l'avez pas vu, téléchargez le passeport. Qu'est-ce que c'est cette photo et est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus? Ouais, du coup, c'est cette photo, il me semble qu'on avait mis en photo mystère. Et donc, ici, vous voyez une espèce de masse orange avec plein de des espèces de cheveux là, verts. Mais en fait, ça, c'est une bactérie. C'est une photo. Faut bien voir que ce qu'on voit ici, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement petit. Donc, on a eu besoin d'un microscope pour pouvoir vraiment faire un zoom dessus et voir cette belle image. Et on a même coloré avec des petites couleurs pour rendre cette image plus accessible. Donc, on voit en fait donc, que cette masse orange, c'est une bactérie et que toutes ces petites choses vertes, là, ce sont des virus qui sont en train d'essayer d'infecter cette bactérie. Donc, les virus qui infectent les bactéries, c'est ce qu'on appelle les bactériophages. Euh, et ils sont composés souvent d'une tête comme ça, où à l'intérieur, ils ont leur ADN qui vont en fait transmettre par cette petite queue ici qui va être fixée qui va bien se fixer sur la bactérie. Ils vont transmettre leur ADN comme ça à la bactérie et la bactérie après va être infectée par cet ADN et donc elle va pouvoir reproduire le virus être tuée par ce virus-là. Excusez-moi. J'ai perdu la photo, mais en gros, c'était ça. L'idée, c'est que vraiment, c'était une bactérie qui se fait infecter par plein de petits virus. Euh, et c'était pas les cheveux de la bactérie. Mince, je croyais que c'était une orange avec des cheveux bizarres, colorés. Ok, ben merci David pour tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre avant qu'on termine cette rencontre? Non. Ça marche. Non, non, merci. Merci beaucoup pour votre temps.
Ok, merci David pour toutes ces explications et merci pour tes recherches. Donc n'oublions pas que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais que si cette goutte n'existait pas, elle manquerait. Donc avant de mettre les voiles, nous vous remercions tous pour votre participation et on espère vous retrouver tous sur l'ensemble de nos actions proposées, pas les petits débrouillards. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver sur le site lespetitsdébrouillards.org, tout attaché avec des S et sans majuscules. Et voilà, merci beaucoup. Merci.